Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour les journées Santé-Travail 2021, journées qui sont organisées par le réseau Présence Nationale qui est un organisme qui regroupe les services de santé au travail d'Aix-en-Provence. Je fais partie de Présence PACA Corse à Aix-en-Provence. Donc vous vous êtes inscrits au webinaire Gestion Covid-19 en entreprise. Ce webinaire, pour sa présentation, va durer environ 45 minutes. Ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses de 15 minutes. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions pendant toute la présentation. On y répondra à la fin. Pour poser vos questions, vous pouvez le faire via le chat qui se situe en bas à droite de votre écran. Il doit y avoir une petite icône avec une petite bulle. Donc, vous pouvez cliquer dessus et poser vos questions. Si nous n'avions pas le temps de répondre à toutes les questions, et surtout si vous aviez des questions qui peuvent parfois vous venir après la présentation, nous allons vous envoyer via le chat une adresse mail. Donc, surtout, n'hésitez pas, ne restez pas sans réponse, posez vos questions et on y répondra dans les plus brefs délais. Voilà pour la partie un petit peu organisationnelle. Sachez aussi que ce webinaire va être donc enregistré et que vous aurez accès au replay sur le site internet PACA Corse qui va vous être envoyé pareil via le chat. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant que l'on commence? Eh bien, je vais tout simplement me présenter. Donc, moi, je suis Solène Guillemin, chargée de communication du service de santé au travail du Pays d'Aix-en-Provence et de Salon de Provence. Donc, on appartient au réseau PACA, Présence PACA Corse. Je vais animer ce webinaire avec deux interlocuteurs que je vais laisser se présenter. Donc, Cécile qui va gérer la partie chat et puis le docteur Capron. Donc, Cécile, je te laisse te présenter. Merci Solène. Donc bonjour à tous, je suis Cécile Cioni, la chargée de communication pour Présence PACA Corse. Et comme vient de vous le dire Solène, du coup c'est moi qui serai en charge de gérer le flux des questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous aviez des questions. Et ensuite en fin de webinaire, je sélectionnerai les questions pour les poser au docteur Capron. Et effectivement, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, vous pourrez utiliser l'adresse mail que je viens de vous envoyer dans le chat pour poser vos questions et ultérieurement, le docteur Capron s'efforcera d'y répondre. Voilà. Je laisse le docteur Capron se présenter. Bonjour à tous, Jean-Louis Capron, je suis médecin du travail donc au ST Provence sur le centre médical du pôle d'activité des Milles depuis une douzaine d'années. Donc je vais vous faire cette présentation sur les actualités Covid, sur les modalités de gestion de la Covid dans l'entreprise et je tâcherai de répondre à vos questions en fin de l'AUS. Allez, eh ben, je pense qu'on va pouvoir commencer. Le docteur Capron va d'abord commencer à vous parler de l'actualité. J'en profite juste avant pour vous dire que vos services de santé au travail sont en veille permanente sur cette actualité Covid-19 qui change en permanence tout le temps, tous les jours, et qu'on essaye, dans la mesure du possible, de retranscrire des informations ciblées à votre destination, donc pour les chefs d'entreprise, via nos sites internet. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les sites internet de vos différents services, je parle à toute la France, là, donc de votre service, et de vous tenir à jour et d'aller consulter régulièrement les sites internet. Voilà, je laisse la parole à Jean-Louis qui va commencer sur l'actu. Merci Solène. Solène, je pense qu'il faut que tu partages l'écran. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Par contre, je crois que je ne vais pas pouvoir éteindre mon micro après. On devrait être OK. Okay. Désolée, c'est parti. Donc, l'actualité Covid, c'est en premier lieu la circulation du virus. Donc, cette circulation, le meilleur indicateur en est ce qu'on appelle le taux d'incidence, c'est-à-dire le taux de nouveaux cas rapportés donc à 100 000 personnes sur 7 jours glissants. Donc, ce taux d'incidence est actuellement, vous voyez, ça c'était le taux, je crois, au 8 octobre, il est encore abaissé, donc il est passé de 45 à 43,5 ce matin. Ça veut dire qu'il y a donc 43 cas et demi de Covid
pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants. En tout, depuis le début de l'épidémie, plus de 7 millions de cas rapportés, prouvés, confirmés par des tests, et malheureusement 117 000 décès à déplorer. Cette figure représente les cas quotidiens de Covid depuis mars 2020. Donc tout à droite de la courbe, vous avez la 4e vague, cette vague qui nous a touchés cet été en juillet-août. Vous pourrez voir que cette vague a une pente ascendante extrêmement brutale, elle est quasi verticale. On a été très très surpris par la brutalité de cette 4e vague. On voit que maintenant on est en phase de décroissance, hein, depuis juillet-août en phase de décroissance, qui commence à stagner un petit peu. On arrive à un point bas et on se rend compte que dans certains départements, l'épidémie repart un tout petit peu à la hausse. Plus à gauche de cette courbe, vous avez la grosse vague que l'on a connue au mois d'avril-mai, en janvier, février, mars. Hein. Encore plus à gauche, vous avez un pic plus étroit, c'est celui qu'on a connu en octobre-novembre 2020. Vous pouvez constater que tout à gauche de la courbe, il y a une vaguelette. Mais en fait, cette vaguelette, en réalité, ça a été un tsunami. Alors pourquoi est-ce qu'elle est représentée aussi bas? C'est parce qu'en fait, à l'époque, la France ne disposait pas de tests, donc il n'y avait pas de tests confirmés, et les tests n'ont pas été répertoriés et saisis dans la base pour donner ce... Mais à l'époque, il y avait un nombre de cas phénoménal en France de l'ordre de 200 000 par jour. Et on estime le nombre de cas pendant cette vague du mois de février, mars, avril 2020 à 2 à 5 millions de cas. Pardon, 2 à 3 millions de cas. Donc si j'ajoute ces 2 à 3 millions de cas aux 7 millions de cas qu'on a vraiment recensés, on en est à 10 millions de cas de Covid en France depuis 18 mois. Et donc ça fait un taux de mortalité de pratiquement 1%, un peu plus de 1%. Les hospitalisations, la courbe des hospitalisations ne suit pas tout à fait la courbe des nouveaux cas. Vous voyez que on a eu beaucoup d'hospitalisations tout à gauche en mars-avril 2020, et ensuite on a eu quasiment une vague d'hospitalisation continue entre octobre 2020 et mai 2021. Et la courbe est repartie un petit peu à la hausse, mais beaucoup moins haut en juillet-août 2021. La courbe des réanimations, hein, elle est un peu plus marquée, qui montre bien la première, deuxième, troisième et la petite 4e vague. Donc juste remarquez que cette 4e vague, en termes d'hospitalisation et de réanimation, monte nettement moins haut que le nombre de nouveaux cas. Donc il semblerait quand même que cette 4e vague, qui est montée assez haut, qui a eu un pic assez haut, n'a pas entraîné autant d'hospitalisation et de réanimation que les précédentes. Une courbe sur ce qu'on appelle, on est tous devenus, hein, depuis mars 2020, des spécialistes en épidémiologie. On a tous appris des mots savants comme le taux d'incidence, etc. On a aussi appris le mot du R0 ou du R effectif. Le R, c'est ce qu'on appelle le taux de reproduction du virus. À 1, il veut dire qu'un malade infecte un non-malade. Donc au-dessus de 1, l'épidémie progresse. En dessous de 1, l'épidémie régresse. Actuellement, elle est de l'ordre de 0,8, c'est-à-dire que 10 malades infectent 8 personnes. Il se trouve que depuis quelques jours, le R effectif augmente un petit peu. On voit que là, sur ce pic de la 4e vague, le R effectif a été très haut, hein, beaucoup plus haut que lors des vagues précédentes. Ça, c'est dû à une chose, la plus forte contagiosité du variant Delta. On a ici donc la courbe du taux d'incidence, donc elle reflète quasiment le taux des nouveaux cas. Donc ça, c'est la moyenne en France. Vous avez maintenant en vert la courbe qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous voyez que la 4e vague nous a touché beaucoup plus que la moyenne de la France, de l'ordre de 3 fois plus. Et pour ce qui est de la Corse, en violet, exactement la même chose. Hein. Donc PACA-Corse a été beaucoup plus touché que la moyenne de la France. Alors, sur cette carte de France, donc par département, on peut voir les taux d'incidence de la maladie
Ce qu'on peut remarquer, alors c'était, je crois, le cas, c'était la carte date du 8 octobre. On remarque que sur nos 8 départements, 5 sont assez mal lotis et largement au-dessus de la moyenne nationale. Les choses ont un petit peu progressé à ce jour. Aujourd'hui, il n'y aurait plus que les Bouches-du-Rhône et la Corse du Sud, ainsi que les Alpes-Maritimes qui seraient en orange, supérieurs donc à 50. Le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence et le Var sont entre 40 et 50 de taux d'incidence, et la Haute-Corse et les Hautes-Alpes sont autour de 20. Par comparaison, en France, actuellement, le département le plus touché est la Lozère, à plus de 100 cas en taux d'incidence. Le Cantal et la Corrèze, eux, sont à 8 cas. Donc, les Bouches-du-Rhône, on est à peu près à peine en dessous de 100, et le taux le plus bas, c'est 8 cas dans ces départements que je vous ai cités. À gauche, vous avez la situation au 30 août, donc il y a seulement un mois et demi, 45 jours. Vous voyez que la situation était beaucoup plus critique, avec des couleurs beaucoup plus angoissantes par rapport à ce qu'on peut voir à droite. Et vous pourrez remarquer que en tout cas les Bouches-du-Rhône étaient championnes de France à l'époque, le département le plus touché. On a atteint dans les Bouches-du-Rhône un taux d'incidence de 700 cas au mois d'août. Donc là, pour les plus anciens d'entre nous, bon, je croyais que j'aurais une bande son, mais... Donc pour les plus anciens d'entre nous, c'est une scène du film Hôtel du Nord, avec Arletty qui dit « Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une tête d'atmosphère ?» Voilà, quelque chose comme ça. Alors pourquoi atmosphère? Parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des choses que l'atmosphère dans une pièce pouvait être dangereuse. On savait dès le début que le contact direct par la bise, que le contact indirect par des mains qui touchaient une surface contaminée et qui ensuite venaient au visage pouvait être contagieux. On savait que le face-à-face avec une personne à proximité pouvait permettre à une personne infectée de projeter des gouttelettes jusqu'à la personne pas infectée et ainsi la rendre malade. Et on a soupçonné dès le début le fait qu'une personne pouvait émettre des particules très très légères qui pouvaient rester en suspension dans l'air, donc constituer comme ça un aérosol, et qui pouvaient rester de manière assez prolongée dans l'air d'une pièce, ce qui fait que même une fois sortie de la pièce, la personne contagieuse avait pu infecter l'air de cette pièce et que quelqu'un qui rentrait plus tard pouvait, en respirant l'air contaminé, devenir infecté. Et c'est beaucoup plus sournois cette contagion par ces aérosols parce qu'on a vite pris l'habitude de c'est un peu triste à dire, mais de se méfier d'autrui et de le tenir à distance ou de mettre une barrière entre elle, lui et nous par les masques. Mais on ne se méfiait pas comme ça d'une personne qui pouvait être à distance de plusieurs mètres dans une pièce ou même qui pouvait avoir quitté une pièce. Donc il faut avoir bien conscience de ça. L'atmosphère peut être dangereuse. Et pour cela, deux parades. La première, c'est aérer souvent, régulièrement, fenêtres grandes ouvertes, au moins 5 minutes par heure, ou vérifier que la ventilation mécanique soit très efficace. La deuxième chose consiste à porter un masque, comme c'est encore une obligation dans les locaux collectifs au travail, parce que le fait de porter un masque empêche au moins en partie de mettre en suspension des particules fines dans l'air. Est-ce que les purificateurs d'air ont leur place? Alors, peut-être certains d'entre vous ont-ils été démarchés par des entreprises qui mettent en place des purificateurs. Normalement, si la pièce peut être bien aérée ou bien ventilée, les purificateurs n'ont pas de place. Si la pièce n'est pas assez ventilée ou aérée, il faut essayer de jouer sur d'autres choses, sur la jauge dans les locaux, sur l'interdiction éventuellement que ces locaux soient occupés. Si on n'a pas d'autres solutions, on peut penser aux purificateurs qui sont efficaces, pas aussi efficaces qu'une aération, mais qui sont efficaces, à condition au préalable d'avoir fait une étude technique, combien d'appareils, à quel endroit, quel type de filtre, comment diriger les flux d'air, etc. Donc n'importe qui ne peut pas s'improviser metteur en place, je dirais, de ce genre d'appareillage. Alors,
On a vu beaucoup des vagues, des décès, des hospitalisations, tout ça c'est angoissant. Un petit peu d'espoir, on vit tous un peu mieux depuis le printemps 2021 avec la vaccination qui a quand même bien amélioré les choses. Et il y a d'autres pistes d'amélioration. On peut soigner mieux qu'auparavant la Covid, une Covid grave, par des traitements dont vous avez sans doute entendu parler dans la presse, par exemple les anticorps monoclonaux. Hein. On sait tous depuis mars-avril que certaines personnes meurent du fait d'une réaction inflammatoire exacerbée. Donc on a des anticorps monoclonaux qui vont lutter contre ces protéines de l'inflammation. On peut utiliser également des protéines que fabrique le corps humain naturellement pour se défendre contre les virus, qu'on appelle les interférons. Donald Trump, quand il a eu la Covid, a appris au monde qu'existait un médicament qui s'appelait le Regeneron, qui est en fait un anticorps de synthèse que l'on fabrique, qui va directement s'attaquer au virus. Ce qui est plus novateur, c'est la promesse de traitements antiviraux directs, par voie orale, donc potentiellement prenables par tout un chacun chez lui, soit dès qu'il sait qu'il a été cas contact, soit dès qu'il a les premiers symptômes. Ces médicaments s'attaquent au virus lui-même, le freinent dans sa réplication, dans sa multiplication. Donc il y a plusieurs laboratoires qui sont en recherche là-dessus. Je sais qu'il y a au moins Pfizer et Merck qui travaillent là-dessus. Et que ces traitements ont tellement prouvé leur efficacité dans les essais actuellement en cours qu'on arrête de recruter des volontaires pour essayer. Et on est dans une phase maintenant de mise sur le marché du médicament. On espère que fin d'année 2021, début d'année 2022, ces médicaments seront sur le marché. Ils vont, et c'est prouvé, ils ont une efficacité sur les cas graves et les décès. Ça ne remplacera pas les vaccins. C'est une arme de plus pour lutter contre la Covid dans la stratégie test and treat, c'est-à-dire on teste, c'est positif, on traite derrière. C'est un peu le même genre de médicament que beaucoup connaissent contre l'herpès, hein, la cyclovir ou le Zovirax, qui est un traitement contre le virus, ou que le Tamiflu dans la grippe, par exemple. Autre piste également, des vaccins par voie nasale, qui ont deux avantages. Le premier, c'est de créer au niveau des muqueuses nasales une immunité, une défense, donc vraiment une défense de barrière par là où le virus entre. Et deuxième avantage, c'est que dans ce vaccin par voie nasale, on pourrait mettre des protéines qui ne seraient pas uniquement cette fameuse protéine spike qui a une fâcheuse tendance à muter et ainsi à échapper à l'immunité, mais on pourrait mettre d'autres protéines qui, elles, sont moins sujettes à mutation et qui pourraient permettre d'avoir un vaccin qui serait plus durablement efficace. Les vaccins maintenant, parlons-en un petit peu, et notamment les vaccins à ARN messager. Alors qu'est-ce que c'est que l'ARN messager? En fait, l'ARN messager, c'est quelque chose qui est naturel. Toutes nos cellules en possèdent. C'est une équipe française dans le début des années 60. Excusez-moi, Dr Capron, je me permets de vous couper parce qu'en fait, il y a des soucis de son. Je pense que Solène, c'est parce qu'il faudrait que tu coupes ton micro. Le problème, c'est que je n'ai pas accès à mon micro. Coupe le micro pour moi. Oui, je le coupe. Et... Est-ce que ça va mieux, Cécile, là? Parlez un petit peu. Est-ce que ça va? Donc, le vaccin ARN messager, je disais que c'est une équipe de Français qui a découvert l'ARN messager dans les cellules dans le début des années 60. Oui, alors on a un petit bruit de fond, mais c'est un peu mieux. Ah non, alors il y a quelqu'un qui me dit que non, et il y en a un autre très clair pour moi. Alors moi, je n'ai pas accès au son parce que je suis en version all inclusive. Donc si je te coupe le son, le problème c'est que tu ne pourras pas le remettre non plus. Ah ouais. Alors là, j'avoue que c'est l'applicatif qui est un peu, je ne sais pas quoi dire. Et j'arrêterai le partage pour juste introduire les autres parties. Alors visiblement, il y a beaucoup de gens pour qui c'est clair, donc je pense qu'on va rester comme ça pour l'instant. Je pense que la personne qui a un souci de son, ça vient peut-être de votre connexion. Donc essayez de vous déconnecter et de vous reconnecter pour voir si ça résout le problème. Allez, excusez-moi, Dr Capron, vous pouvez reprendre. Non, il n'y a pas de mal, Cécile. Donc, oui, je disais, donc l'ARN messager, c'est une molécule naturelle, toutes nos cellules en possèdent. C'est donc des Français qui ont découvert ça, ils ont eu le prix Nobel pour ça. Mais ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on l'utilise comme médicament, cet ARN messager. En fait, notre code génétique, notre ADN, notre génome
reste bien au chaud dans un coffre-fort, qu'est le noyau. Et ce qui part du noyau, c'est une photocopie pour aller faire fabriquer les protéines par la cellule dans l'usine de la cellule. Eh bien, l'ARN messager, c'est cette photocopie. Cette photocopie, une fois qu'elle est sortie de la cellule, ne peut plus y rentrer. Donc, un ARN messager que l'on injecte par vaccin, qui arrive par l'extérieur du noyau, ne peut pas entrer dans le noyau et s'insérer à l'ADN. Donc, cet ARN messager est quelque chose de très fragile qui s'auto-détruit assez rapidement. C'est pour ça que dans le vaccin, il est protégé par des nanoparticules de graisse, etc., pour arriver jusqu'à l'intérieur des cellules. Plus de 90% des vaccins utilisés ont été à ARN messager, c'est le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer. Cet ARN messager va au niveau des usines de la cellule pour faire fabriquer la fameuse protéine spike du virus, qui va sortir de la cellule, être confronté aux sentinelles de notre système immunitaire, ce qui va déclencher une fabrication d'anticorps et donc une protection par rapport au virus que l'on pourrait rencontrer en cas d'infection. Notre champion français Sanofi, qui avait commencé à travailler sur un vaccin ARN messager, a déclaré il y a un petit mois qu'il arrêtait. Par contre, il est en phase de développement d'un vaccin à protéines recombinantes, donc c'est une toute autre technologie. Les vaccins devraient arriver sur le marché, on l'espère, début 2022. Une diapositive sur la couverture vaccinale. Vous avez deux carrés, donc un à gauche et un à droite. Chaque petit carré d'un grand carré représente 1% de la population. Le carré de gauche représente la population entière en France. Le carré de droite, la population éligible au vaccin, c'est-à-dire toutes les personnes de plus de 12 ans. On se rend compte que pour toute la population française, 76% des habitants donc, sont vaccinés. Et si on prend la population éligible uniquement, les plus de 12 ans, 88% de ces individus sont vaccinés. Il y a eu environ donc 50 millions de doses qui ont été injectées, 50 millions de personnes qui ont été vaccinées depuis février 2021, on est en octobre, donc en 9 mois, et 50 millions de personnes vaccinées, ça veut dire une centaine de millions de doses injectées. Je ne pense pas qu'au niveau de la France, on ait fait une telle opération dans le passé. Là, vous avez la couverture vaccinale en fonction de l'âge. Donc, on voit que chez les adultes, on est à 90% de couverture vaccinale. Où on a un petit souci en France, c'est avec les personnes âgées. Vous voyez qu'on n'est pas très très élevé et on estime qu'il y a plus de 2 millions de personnes âgées, donc très fragiles par rapport aux formes graves du Covid, qui ne sont pas vaccinées. Et les autorités sanitaires sont en train un peu de courir après elles pour faire en sorte qu'elles se vaccinent. Donc là, on constate qu'effectivement, ce que je vous disais, hein, c'est les vaccins ARN qui sont les grands champions de cette vaccination, et notamment celui qui s'est octroyé la part du lion, c'est le vaccin Pfizer. Cette figure vous montre la couverture vaccinale en fonction des pays. Donc la flèche rouge vous montre la France, hein, on est pas mal placé. On peut voir que le Portugal est vraiment le grand champion de la vaccination. Les pays d'Europe du Nord, comme d'habitude je dirais, sont bien placés. En revanche, le Royaume-Uni, Israël, les États-Unis, finalement, qui avaient commencé un petit peu sur les chapeaux de roue, ont un petit peu patiné sur la fin. Et on a beaucoup critiqué, on s'est beaucoup auto-critiqué comme on le fait souvent chez nous, mais au final, on arrive à une situation dans ce mois d'octobre qui est plutôt convenable, me semble-t-il. Cette carte de France vous montre la couverture vaccinale en fonction des départements. Donc là encore, dans le sud-est, nous ne sommes pas les champions. Hein. Vous voyez que tout l'ouest de la France, les bons élèves sont mieux que la moyenne. Nous, dans notre région, on a encore 3 départements, alors c'est la Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse et les Alpes d'Haute-Provence, hein, qui sont un petit peu en dessous de la moyenne. Est-ce que le vaccin est toujours efficace, notamment avec le variant Delta? Donc vous avez sur cette courbe les chiffres des nouveaux cas positifs pendant la 4e vague.
avec donc, il y a eu 99% de variants Delta pendant cette quatrième vague. Ce sont des taux qui vous sont montrés. Des taux, ça veut dire donc un nombre de cas par rapport à une unité de population. Donc ce sont des courbes, on peut comparer les courbes. En rouge, vous avez le taux de nouveaux cas chez les non-vaccinés. En bleu foncé, le taux de nouveaux cas chez les personnes complètement vaccinées. On constate qu'il y a 9 fois moins de cas chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Donc le vaccin protège bien de l'infection. Protège-t-il des cas graves? De la même manière, hein, vous avez deux courbes. On peut comparer en rouge les non-vaccinés et en gris les vaccinés. On se rend compte que la quatrième vague a à peine effleuré les personnes vaccinées. Il y a eu 6 à 7 fois moins de cas d'hospitalisation chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Sur cette diapo, on a donc le taux d'incidence, donc le taux de nouveaux cas. En bleu, tout en bas, c'est la moyenne française. En vert, c'est la Martinique. Et en violet, c'est la Guadeloupe. On sait que ces départements, alors que la métropole avait un taux de couverture de l'ordre de 70%, ces départements avaient un taux de couverture de 20% de vaccinés. Il y a probablement un rapport, d'autres facteurs, mais il y a certainement un rapport entre la couverture vaccinale et la puissance de la vague qui s'est produite en juillet-août. Ces départements certains ne sont même pas sortis encore du confinement, donc la situation est encore assez dramatique en Martinique. J'espère, est-ce que c'est OK pour les problèmes de son, Cécile, ou est-ce qu'il y a toujours... Non, visiblement, c'est bon, c'est réglé. D'accord. D'accord, on a fini donc cette première partie d'actualité. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le cœur de vos entreprises, en réabordant la gestion des cas dans votre structure et la prévention du risque Covid dans votre entreprise. Et je profite juste avant de laisser la parole à Jean-Louis pour vous rappeler que depuis le 16 juillet 2021, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, doivent intégrer la notion de risque biologique et de Covid-19 dans leur document unique d'évaluation des risques et de mettre en place un plan de prévention. Ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais je tenais à vous le dire, à vous le rappeler si vous ne le saviez pas, enfin à vous l'apprendre. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de santé au travail pour échanger sur ce sujet. Voilà, je relaisse la parole à Jean-Louis pour la gestion des cas. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cas possible? C'est tout simplement quelqu'un qui a des symptômes. Quelqu'un qui a des symptômes, qui a de la fièvre, qui tousse, qui a des maux de tête, des douleurs musculaires, qui est très fatigué, est susceptible d'avoir la Covid. C'est un cas possible. Jusqu'à ce qu'il y ait la preuve, il reste un cas possible. Chez les enfants, il peut y avoir d'autres symptômes, notamment la diarrhée, qui peuvent être évocateurs d'une Covid. Le cas possible devient cas confirmé dès lors qu'on a une preuve biologique de l'infection. Deux preuves possibles, le test PCR et le test antigénique, mais le méchant, celui qui est nasopharyngé, celui qui va chercher loin le mucus. Si c'est un autotest nasal, uniquement donc au début de la narine, on va dire, on ne peut pas considérer qu'une positivité génère un cas confirmé. Il faudra confirmer ça par un test antigénique ou un test PCR. Les cas contacts. Qu'est-ce qu'un cas contact? Un cas contact, une personne contact, c'est une personne qui a été en contact avec un cas confirmé et qui a donc un risque de devenir à son tour positive et de contaminer autrui. Mais ce risque peut être important ou au contraire négligeable en fonction de certains paramètres. En fonction de quels paramètres? Le premier, c'est le moment du contact et le deuxième, c'est les circonstances du contact. Le moment du contact, le risque n'est pas le même en fonction de ce moment. Ce n'est pas n'importe quand. Il faut que le contact ait lieu pendant la période où la personne malade était contagieuse. Pour ce qui est des circonstances du contact, on va dire que ce n'est pas n'importe comment. Il y a des notions de proximité et de moyens de protection qui étaient présents ou portés. Quelles sont justement ces circonstances de proximité? La première, c'est que
il y a 3 circonstances de proximité principales. Avoir été en contact, quelle que soit la durée, à moins de 2 mètres avec une personne, est nécessaire et suffisant pour déterminer un cas contact à risque. Ça peut être le partage d'un véhicule, ça peut être une simple conversation. La deuxième circonstance, c'est le partage d'un même lieu, confiné, fermé, pendant au moins 15 minutes, soit consécutives, soit cumulées sur 24 heures. C'est le partage d'un habitacle de voiture, d'un bureau. Et la troisième grande circonstance, c'est d'avoir été en face à face avec une personne qui, plusieurs fois, a toussé ou éternué. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas été dans ces situations de contact sont à risque négligeable. Quelqu'un que l'on croise dans le couloir est à risque négligeable. Donc, on a dit, il faut être en contact avec la personne pendant qu'elle est contagieuse, il faut avoir été assez proche d'elle, et il faut aussi qu'il n'y ait pas eu de moyens de protection efficaces. Donc, quels sont ces moyens de protection efficaces? Ça peut être une vitre, un hygiaphone qui sépare vraiment la pièce en deux. Ça peut être le port d'un masque par une seule des personnes, pas forcément les deux, mais par une seule des deux personnes, que ce soit le malade ou la personne qui n'est pas encore malade, qui n'est pas malade. Par contre, ce n'est pas n'importe quel masque, c'est soit un masque chirurgical, un masque FFP2 ou un masque, comme on dit, en tissu grand public, mais catégorie 1, qui filtre beaucoup. Ce qui veut dire, par opposition, que les autres masques ne sont pas protecteurs, notamment les masques grand public de catégorie 2, les masques de fabrication maison ou artisanale, ne sont également pas considérés comme donnant une protection suffisante, les visières ou les plaques de plexiglas. Que faut-il faire devant un cas possible? Donc là, je vais uniquement évoquer l'essentiel, parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations sur la diapositive dans un moment. La totalité de l'information figure sur des supports qui ont été réalisés d'ailleurs par nos deux communicantes que nous avons vues auparavant. Donc, Cécile qui a mis ça sur le site Présence PACA Corse à l'onglet ressources, ou Solène qui a mis ça sur notre site ST Provence sur l'onglet documents prévention. Donc, j'ai des symptômes, donc je suis un cas possible. Je m'isole immédiatement, je ne vais pas travailler, et si je travaille, je quitte le travail, en ayant bien sûr prévenu au préalable, mais je m'en vais. Et tout de suite, je fais un test PCR ou un test antigénique. Mon test est positif. Je suis donc un cas confirmé, je dois m'isoler au moins 10 jours et je dois me soigner. Je dois essayer de me remémorer avec qui j'ai bien pu être en contact entre les 48 heures qui ont précédé le début de mes symptômes et le moment où je me suis isolé, car ces personnes seront des personnes contacts et devront faire certaines choses. On verra les cas d'après. Et je devrais désigner ces personnes à l'assurance maladie afin qu'elles puissent être prévenues et bénéficier des mesures de prévention. Qui veut dire isolement ne veut pas forcément dire arrêt de travail. On peut être en télétravail pour s'isoler, et sinon on bénéficie d'un arrêt de travail avec donc les indemnités journalières. Si mon test est négatif, je peux quitter l'isolement. Insistons sur le fait que lorsqu'on a des symptômes, et qu'on est donc un cas possible, on fait soit un test PCR, soit un test antigénique, mais en aucun cas un autotest nasal. Ça n'est pas acceptable si on a des symptômes. La seule indication de faire des autotests nasaux, c'est lorsqu'on n'a pas de symptômes, c'est-à-dire qu'on veut dépister une maladie asymptomatique. Alors, je suis une personne de contact à risque, donc à risque significatif, ce n'est pas un risque négligeable. Il a été déterminé que j'avais été dans les circonstances de proximité, au bon moment et sans moyen de prévention, de protection, donc je suis un cas contact à risque. J'en suis informé par l'assurance maladie ou par mon application Tous Anti-Covid. Si je suis à risque élevé, je dois m'isoler 7 jours. Si je suis à risque modéré, l'isolement n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, dans les deux cas,
que je sois à risque élevé ou à risque isolé, je dois faire un test immédiatement. Et je dois réitérer ce test 7 jours après le dernier contact que j'ai pu avoir avec la personne source, la personne malade, celle qui m'a potentiellement infecté. Un cas particulier, c'est lorsque cette personne malade vit à mon domicile. Si elle vit à mon domicile, je devrais donc faire le deuxième test 7 jours après le dernier contact potentiellement infectant. Comme cette personne on considère qu'elle est malade et contagieuse 10 jours, je devrais donc faire mon test à 10 plus 7, donc 17 jours après le début de ses symptômes. Si c'est moi qui suis malade et que j'ai des enfants à la maison, et que ces enfants ne sont pas vaccinés, eh bien ça veut dire que les enfants devront rester à la maison 17 jours après le début de mes symptômes. Les parents d'enfants qui sont cas contact ou qui sont cas positifs peuvent bénéficier d'arrêt maladie dérogatoire, indemnisés immédiatement et par une autodéclaration sur Amélie. La prévention d'entreprise, donc là je pense que vous devez commencer à bien connaître. Donc on va juste la survoler et on va commencer d'abord par les méthodes. Il y a des choses à faire, mais il y a la manière de les faire. La première chose, c'est qu'il faut faire ça dans un cadre concerté avec les représentants du personnel, avec les salariés. C'est la meilleure façon que ce que l'on décide soit faisable, soit effectif, que les gens s'approprient les choses. Et qui plus est, on peut nous faire remonter comme ça que d'autres mesures, d'autres solutions sont peut-être plus appropriées que celles auxquelles on avait, plus opérationnelles que celles auxquelles on avait pensé. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier d'informer. On met en place des choses, mais derrière, il faut informer tout à chacun de ce qu'on a mis en place, de ce qu'il convient de respecter. Il ne faut pas oublier de nommer le référent Covid, qui lui s'assurera de la mise en œuvre des mesures qui seront déterminées. Votre service de prévention et santé au travail peut vous être utile pour vous accompagner dans cette démarche de prévention. Nous avons dans les services de santé au travail des ingénieurs, des ergonomes, des psychologues, des formateurs qui peuvent vous aider dans la mise en place de toutes ces mesures. Attention aussi aux trous dans la raquette. Je pense par exemple aux personnes auxquelles on pourrait ne pas penser, comme les intérimaires. Je pense aux lieux auxquels on pourrait ne pas penser, comme les locaux annexes, comme les vestiaires, comme ce genre de locaux. Et la dernière version du protocole sanitaire, donc, qui est écrit par le ministère du Travail, est disponible sur le site. La dernière version date du 10 septembre. Et donc, et là, vous avez vraiment le listing exhaustif de toutes les mesures à mettre en place. Donc après les méthodes, que faut-il faire? Quelque part, ce qu'il faut faire en entreprise, ça peut être résumé par cette affiche que nous connaissons tous, ou presque, je pense. Dans la première colonne, deuxième ligne, hein, vous avez les contacts sociaux. Donc on peut d'abord jouer sur les contacts sociaux. Comment est-ce qu'on peut diminuer les contacts sociaux? Par le télétravail. Donc c'était une solution mise en place pendant de très nombreux mois. Depuis la dernière version du protocole national, il n'y a plus d'obligation de télétravail pour les entreprises, comme ça a été le cas pendant très longtemps. Mais il reste toujours possible dans le cadre du dialogue social de proximité. On peut également faire des visioconférences pour éviter les contacts sociaux. Donc, ce qui est une solution, un remède pour lutter contre la Covid, peut, en opposition, devenir un inconvénient et devenir presque pathogène pour les personnes. On a tous besoin de contacts sociaux, donc il faut veiller à maintenant avoir, je dirais, un savant équilibre entre l'éloignement et quand même un minimum de contacts sociaux pour la santé mentale. Si on est en présentiel, plusieurs mesures sont possibles. Hein. Aérer, la première colonne, première ligne, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une mesure essentielle. Pensez que l'atmosphère peut être dangereuse, l'aération peut être mécanique et suffisante. On peut aussi aérer au moins 5 minutes les locaux toutes les heures. Une petite aide pour vérifier que les locaux sont correctement aérés. On peut mettre en place dans certains locaux un capteur de dioxyde de carbone, de CO2, et ainsi avoir un témoin de la plus ou moins bonne ventilation de la pièce. Il est recommandé
au-dessus d'un seuil de 800, alors l'unité c'est les ppm, c'est parties pour million, donc au-dessus de 800 ppm, il est recommandé de prendre des mesures complémentaires. Donc soit d'aérer plus, soit de limiter la jauge de la pièce. Bon, il faut faire quelque chose. Au-dessus de 800 ppm, l'aération est insuffisante. La distance, donc la distance c'est au milieu, tout en haut, hein, donc c'est soit au minimum 2 mètres sans masque et 1 mètre avec masque. Des mesures d'hygiène aussi alors, et de distanciation physique. Donc cette distance, elle doit être permise, c'est-à-dire qu'il faut que l'organisation des locaux dans l'entreprise permette de respecter ces 2 mètres. Donc on peut soit organiser les locaux, soit organiser les flux et le temps de travail. Donc en jouant sur tout ça, on peut permettre de respecter les 2 mètres. On peut jouer aussi sur la jauge. Dans certaines pièces, ça n'est plus une obligation, mais c'est toujours une arme possible. Les mesures barrières, bon, le masque hein, qui reste obligatoire dans les lieux collectifs voués au travail, les lieux clos bien sûr, et puis bien sûr le port du masque, le salut, l'embrassade qui sont toujours proscrits. Les mesures d'hygiène, hein, tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à l'usage unique, se laver les mains. Pour se laver les mains, bien sûr, il faut qu'il y ait du savon dans les distributeurs et du papier aussi pour ça. Donc ça, c'est un peu du ressort de l'employeur. Donc là, si tu veux bien passer toutes les... Donc, je vous laisse lire le reste de la prévention en entreprise. J'insiste sur 2 ou 3 choses qui sont possibles. La mise à disposition des d'autotests pour les salariés. Un usage intelligent consiste à faire 2 autotests par semaine quand on n'a pas de symptômes et en cas de positivité à aller plus loin, à confirmer par un test. Donc ces tests valent la bagatelle de 5 €. Donc les entreprises qui peuvent se permettre de les mettre à disposition des entreprises, des salariés, c'est un vrai plus. Encourager les salariés à se faire vacciner, en sachant que les services de santé au travail ont contribué à la vaccination. Alors, ce n'est pas de la publicité, mais au ST Provence, nous avons fait à peu près 1500 vaccinations contre la Covid depuis le mois de mars. Donc les services de santé au travail ont largement contribué à la vaccination. Et puis également, en cas de personnes symptomatiques sur le lieu de travail, il y a un protocole à mettre en place, il y a des mesures à mettre en place très rapidement. Donc, j'ai des symptômes, un des symptômes que j'ai déjà précédemment cité, donc je suis un cas possible, que faire? Eh bien, j'informe la personne compétente, et en premier lieu doivent être mises en place des mesures conservatoires. Je dois être isolé dans une pièce, on doit aérer la pièce, faire prévenir mon manager, le référent Covid, un secouriste. Ce secouriste fait un bilan en se protégeant, et surtout il cherche les signes de gravité. Alors quels sont-ils? Ils sont accessibles à un secouriste, à ces signes de gravité. C'est la fréquence de la respiration, au-dessus de 24, ça commence à être grave. C'est le pouls, au-dessus de 120, également, ça commence à être grave. S'il y a des troubles de la conscience, de la vigilance, si la personne paraît extrêmement fébrile, on la touche qu'elle est très très chaude. Et puis certains secouristes peuvent avoir, parce que maintenant c'est disponible en vente, en pharmacie ou grande surface, un saturomètre de pouls. Au-dessous de 95% de saturation, ça peut être aussi un signe de gravité. Donc s'il y a un signe de gravité, on fait le 15. On donne les éléments de son bilan et on écoute ce qu'il faut faire. S'il n'y a pas d'élément de gravité, la personne peut retourner chez elle pour consulter son médecin, si possible en évitant les transports en commun. On est prêt pour ce chapitre? Comment? On a fini ce chapitre? Oui. Oui, on a fini ce chapitre. On va donc aborder le dernier chapitre et là du coup je vais me permettre de vous poser une petite question. Alors c'est un peu compliqué pour moi parce que je ne vois que le PowerPoint, je ne vois pas le chat. Voilà, mais donc Cécile nous donnera les réponses. On va aborder la notion de salarié vulnérable, obligation vaccinale et passe sanitaire. Dans ce cadre-là, à tous les participants, on souhaiterait juste pour ceux qui ont dans leur structure une obligation vaccinale, j'ai bien dit uniquement obligation vaccinale, est-ce que vous pouvez nous envoyer via le chat un petit oui?
Voilà, pour savoir s'il y a des personnes qui nous suivent maintenant et qui sont concernées par l'obligation vaccinale. Sachant que je ne vois pas vos réponses, mais qu'on va attendre quelques secondes et que Cécile nous dira s'il y a des oui. Pour l'instant, il y en a un. D'accord. Merci. Ouais. Donc, pas d'autres oui? Un seul oui. Ok. Oui. Alors, c'est parti. Donc, les salariés vulnérables, donc depuis le début de la pandémie, les personnes qui avaient des critères médicaux, des pathologies, des caractéristiques particulières qui les rendaient plus fragiles à une forme grave, voire potentiellement létale de Covid, ont été protégées. Désormais, la vaccination étant là, les gens sont mieux protégés et les conditions pour accéder aux mesures sociales de protection sont devenues plus restrictives, plus draconiennes. Une personne jugée vulnérable peut soit rester en télétravail total, soit bénéficier d'un chômage partiel et rester à la maison en ayant une compensation financière, pas à 100%, mais enfin qui lui permet quand même de vivre sans prendre le risque de venir au travail. Un dernier décret, alors il y a eu plusieurs décrets depuis le mois de mai 2020. Là, on en est au Xème décret qui est paru le 8 septembre, qui est applicable au 27 septembre, qui définit 3 catégories de personnes qui sont vulnérables. Pour les 2 premières catégories, ce sont des critères uniquement médicaux. Pour la dernière catégorie, il faut respecter des critères médicaux, mais également des critères au poste de travail. C'est-à-dire avoir une maladie vulnérante et aussi avoir un poste de travail à risque, parce qu'il y a une densité virale importante et qu'on ne peut pas mettre en place des mesures de protection renforcées. Donc, les personnes sont censées présenter à leur employeur un certificat médical servant de certificat d'isolement, et afin que l'employeur puisse juger si effectivement il est opportun et même possible et même légal de bénéficier de cette compensation sociale, doit savoir dans quel cas elle se place. Est-ce qu'on est dans un cas où c'est uniquement un argument médical, auquel cas il n'y a pas de problème pour elle, elle déclare, ou est-ce qu'on est dans le troisième cas où il faut une coexistence des arguments médicaux et des caractéristiques du poste de travail, car c'est là qu'il peut y avoir un désaccord. Et si désaccord il y a, le médecin du travail peut être saisi pour trancher. Donc on va parler un petit peu de l'obligation vaccinale, puisqu'il y a une personne qui est concernée par ça. Donc cette obligation vaccinale est en place dans les établissements de santé ou les établissements médico-sociaux. C'est donc bien une obligation de vaccination, hein, pas de passe sanitaire, mais de vaccination. Les gens ont une obligation d'être vaccinés. Tous les professionnels de l'établissement sont concernés par cette obligation, même s'ils ont une activité purement administrative. Les seuls cas de dérogation à cette obligation vaccinale à partir de demain sont le fait d'avoir une contre-indication à la vaccination ou d'avoir fait la Covid il y a moins de 6 mois, auquel cas on a un certificat de rétablissement et on est considéré comme protégé. Une personne qui viendrait dans l'entreprise, dans l'établissement dans lequel il y a cette obligation vaccinale, de manière ponctuelle, n'est pas assujettie à être vaccinée. En revanche, les personnes qui vont venir de l'extérieur faire le ménage, par exemple, dans l'établissement où il y a une obligation d'être vaccinée, elles doivent être vaccinées. La personne qui doit être vaccinée et qui ne l'est pas, qui ne peut pas en fournir la preuve, eh bien, verra son contrat de travail suspendu, sans rémunération. Le projet initial du gouvernement était de licencier potentiellement ces personnes. Et je crois que c'est le Conseil constitutionnel qui a mis son veto là-dessus. Le pass sanitaire, donc c'est autre chose, le pass sanitaire. Le pass sanitaire, on confond souvent les deux, pass sanitaire et obligation vaccinale. Pourquoi? Parce qu'en fait, les documents pour prouver ces deux situations sont un peu les mêmes. Donc, le pass sanitaire, ça consiste à montrer un document, papier ou numérique, pour l'accès à un lieu ou pour venir y travailler. Ces lieux sont des lieux de la culture, du sport, les transports, le milieu de la santé,
les loisirs, les restaurants, etc., le divertissement. 4 possibilités pour obtenir son pass sanitaire: avoir une vaccination complète, avoir fait une infection il y a moins de 6 mois et donc bénéficier du fameux certificat de rétablissement, avoir une contre-indication à la vaccination, ou présenter un test négatif de moins de 72 heures. À partir de demain, les fameux autotests nasaux, donc sous la supervision d'un professionnel de santé, ne seront plus recevables pour constituer une preuve de passe sanitaire. Donc les seuls tests qui seront recevables seront les tests les plus agressifs, on va dire, les tests nasopharyngés, ceux qui vont profondément dans les fosses nasales, PCR ou antigéniques. À compter du 15 octobre également, les tests dits de confort ne seront plus pris en charge par la Sécu. On a eu quand même une très grande largesse de l'État social français depuis mars 2020, où tous les tests pouvaient être faits sans prescription médicale et pris en charge intégralement par la Sécurité sociale. Les choses changent à partir de demain, dans un but même avoué par le gouvernement d'obliger les gens à se vacciner. Donc, je crois savoir que le coût de ces tests sera de 22 € pour les tests antigéniques et 44 € pour les tests PCR en laboratoire. En pharmacie, les tests antigéniques pourront aller jusqu'à 30 €. Échapperont au financement de ces tests les personnes qui auront une prescription médicale, les personnes qui seront complètement vaccinées, les mineurs et les personnes qui ont été déclarées cas contact par la Sécu. Ce pass sanitaire, c'est une mesure donc jugée très coercitive par certains. Le gouvernement a jugé que c'était un préalable nécessaire pour éviter des mesures plus radicales comme le confinement ou la fermeture des établissements recevant du public. Donc ça a été jugé proportionné. Donc c'est une mesure qui existe, qui a prouvé son efficacité, mais qui n'est pas suffisante. Il n'y a pas une protection absolue. Ça réduit le risque de contamination, mais ça ne l'élimine pas. Et c'est pour ça qu'il convient de respecter encore les gestes barrières dans les établissements dans lesquels le pass sanitaire est demandé. Bon, pour obtenir son pass sanitaire, donc en premier lieu, les exceptions à l'obligation. Donc, un salarié qui travaillerait en dehors du local dans lequel vient le public, ou à des horaires où il n'y a pas de public, ne serait pas astreint à présenter un pass sanitaire. Un exemple, dans un restaurant où les cuisiniers restent dans la cuisine, où le public n'a pas accès à la cuisine, ne sont pas astreints au pass sanitaire. Un livreur n'est pas astreint au pass sanitaire, quelqu'un qui vient pour une intervention urgente non plus. Quelqu'un qui est astreint au pass sanitaire, qui n'est pas en mesure de le présenter et qui est salarié, de la même manière peut voit son contrat de travail suspendu sans rémunération. Donc, où se procurer les preuves pour obtenir son pass sanitaire? Vous avez ici les sites internet sur lesquels récupérer les documents. Vous aurez le diaporama, je pense, après la session. Oui. Où c'est un peu compliqué, c'est pour le certificat de rétablissement. Parce que là, il ne s'agit pas donc d'avoir un test négatif de moins de 72 heures, mais bien d'avoir la preuve qu'on a eu un test positif il y a moins de 6 mois. Or, avant le 10 mai, ces résultats n'étaient pas conservés dans la base de données. Il était même obligatoire de s'en débarrasser, de vite les vider. Donc, ce qu'il faut faire pour récupérer un certificat de rétablissement pour un test positif qui serait antérieur au 10 mai, c'est aller dans le laboratoire dans lequel on a fait le test. Le laboratoire ressaisit dans le logiciel SIDEP la positivité du test. Vous recevez un SMS qui vous permet d'éditer votre passe sanitaire. Oui, on a terminé. Merci à tous d'avoir suivi. On a un petit peu dépassé le timing. On va se faire gronder par Cécile. Excuse-nous, Cécile. Non, on va peut-être. Du coup, il y a une question qui vient d'être posée. Ouais. Donc, on va du coup peut-être essayer d'y répondre. Je vous la lis, docteur Capron. Dans un SMS, si j'ai un salarié avec un pass sanitaire sur avis médical de contre-indication du vaccin, il a le pass mais n'est pas vacciné, cela pose-t-il problème?
Vous avez dit passe sanitaire n'est pas égal à obligation vaccinale. Mais là, si. Je ne sais pas si c'est assez clair. Donc, un ESMS, c'est bien un établissement sanitaire et social qui est soumis à obligation vaccinale. C'est ce que je comprends, oui. Hein, c'est ça. Donc, si c'est une obligation vaccinale, la personne peut présenter 3 choses à partir de demain, soit un certificat de vaccination complet, soit un certificat de rétablissement, donc d'un Covid de moins de 6 mois, soit un certificat de contre-indication, sachant que les contre-indications ont été listées très précisément dans un décret et que les maladies donnant lieu à contre-indication sont extrêmement rares. Après, c'est la responsabilité de chaque médecin de faire ou de ne pas faire un certificat de contre-indication, mais effectivement, si une personne vous présente un certificat de contre-indication à la vaccination, c'est nécessaire et suffisant pour juger qu'elle satisfait l'obligation vaccinale. Ok, merci. Visiblement, vous avez répondu à la question, d'après le commentaire que je vois. Avant de voir s'il y a d'autres questions, j'en profite, je vous mets dans le chat un lien pour un petit questionnaire de satisfaction sur le webinaire, sur le déroulé du webinaire. Si vous pouvez copier ce lien pour prendre quelques instants pour y répondre, même à l'issue du webinaire, hein. C'est vraiment très rapide, c'est pour avoir votre retour sur le webinaire et qu'on puisse éventuellement améliorer les prochaines présentations. Voilà, donc je vous ai mis le lien dans le chat. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Moi, j'avais peut-être une question à vous poser, docteur Capron. Est-ce que le port du masque est obligatoire dans les restaurants? Donc, les restaurants ont été, donc, dès le mois d'août, des lieux dans lesquels le pass sanitaire était obligatoire. Au même moment, il avait été dit que les lieux dans lesquels le pass sanitaire était obligatoire, il n'était plus besoin de porter le masque. Mais la situation épidémique était telle que les préfets ont pris la décision de maintenir obligatoire le port du masque. Actuellement, la situation épidémique s'améliore grandement. Donc je sais que dans certains départements comme le Var, depuis quelques jours, le port du masque n'est plus obligatoire. Et dans les Bouches-du-Rhône, où on est encore un peu haut, à compter, je crois, du 18-19 octobre, le port du masque ne sera plus obligatoire pour les locaux dans lesquels on a accédé avec le pass sanitaire, donc les restaurants. D'accord. C'est là où je me permets de rebondir que l'actualité change en permanence, et c'est vrai que du coup c'est important que revenez vers nous si vous avez des questions. C'est vrai que ce qui était vrai hier, on peut le dire aujourd'hui, hein, parce que demain on sera le 15, donc il va se passer pas mal de choses, n'est plus toujours vrai le lendemain, et de ne pas oublier en effet que chaque région a sa propre, parfois par des décisions préfectorales qui viennent ajouter une couche supplémentaire à la prévention. Donc on est tous très très différents par région en fonction de l'épidémie, enfin voilà, de ce qui se passe dans chaque région. Donc, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Alors, excusez-moi parce que je me suis trompée de lien pour le questionnaire de satisfaction. Donc, je viens de vous le remettre dans le chat. Décidément, on a fait quelques erreurs aujourd'hui. Voilà. Quelques erreurs. Excusez-nous. N'hésitez pas. Donc, il reste encore un peu plus d'une minute 40 si vous avez des questions à poser. Profitez-en. Peut-être en attendant, docteur Capron, revenir sur les effets secondaires de la 3e dose dont on entend beaucoup parler en ce moment. Oui, donc la 3e dose de vaccination, elle a été préconisée dès le mois de mai pour les gens qui sont sévèrement immunodéprimés, parce que par exemple ils prennent des traitements justement qui visent à casser leur immunité. Elle a été ensuite proposée en août, septembre, pour les personnes soit de plus de 65 ans, soit qui présentent une comorbidité. Et depuis quelques jours, elle est proposée à tous les adultes qui ont une fonction de soins ou d'aide aux personnes vulnérables, le transport sanitaire, les établissements de santé. Donc cette 3e dose, elle a été mise en place en Israël pour casser la reprise épidémique qui était très très forte cet été. Il s'est avéré que les personnes âgées baissaient grandement leur immunité et que cette 3e dose a prouvé son efficacité, tant en termes de mortalité qu'en termes de cas graves de Covid, et même de cas Covid.
et que cette troisième dose, d'après les études faites, donc sur des effectifs très importants, ne montre pas plus d'effets secondaires que les 2 premières. D'accord. Merci beaucoup. Bon, ben on arrive à la fin du webinaire. Donc, je vous remets l'adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer des questions si jamais vous avez des questions à l'issue du webinaire. Le docteur Capron fera de son mieux pour vous apporter des compléments d'information. Et donc, je remercie le docteur Capron et Solène pour l'intervention et l'animation de ce webinaire et tous les participants. Donc, il nous reste encore un webinaire sur PACA Corse. Je vous donne rendez-vous à 16h sur la santé du dirigeant du chef d'entreprise. Et moi aussi. Voilà, avec Solène. Changer les rôles. Avec Solène, donc sur la même plateforme. Et voilà. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.